Parfait. Faites-vous-en pas dans l'enregistrement, on ne vous voit pas quand c'est remis en diffusion sur nos réseaux. Donc, ça reste confidentiel pour vous. Puis si vous posez une question, je ne nommerai pas votre nom non plus. Donc, ça va demeurer confidentiel. Fait que, ayez pas peur, le chat non plus n'est pas visible. Fait que vous êtes correct, on va juste voir Cindy, Madame Croteau-Côté. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, Madame Cindy Croteau-Côté, hypnothérapeute, qui vous présente l'hypnose dans l'apaisement de la douleur. Ça nous fait plaisir de la recevoir et je lui cède la parole. Bonne conférence à tous. Merci Cindy pour la présentation. Alors, je suis extrêmement contente d'être avec vous aujourd'hui, de vous parler. Je fais juste une petite parenthèse, Cindy, je vais te laisser admettre les participants qui vont être dans la salle Oui, d'attente. parfait. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler, vous faire découvrir une approche alternative qu'on connaît pas tant que ça, je pense. En tout cas, je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent bien cette approche-là. Peut-être que d'autres personnes la connaissent un petit peu moins bien, mais juste m'écrire dans le chat, qui connaît bien l'hypnose ici? Puis là, je vois déjà, je vois pas tout le monde parce qu'il y a plusieurs pages de personnes, mais je vois déjà des étudiants à moi qui sont ici. Fait que j'imagine que oui, vous connaissez bien l'hypnose. Ah, super, il y a déjà des gens qui nous écrivent dans les commentaires. Fait que n'hésitez pas à me dire si vous connaissez bien l'hypnose. Donc, déjà consulté, super merveilleux. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a quand même quelques personnes qui connaissent ça. Avant de débuter la présentation aujourd'hui, je vais me permettre de me présenter pour que vous sachiez, connaissez un petit peu mon histoire, mon profil. Puis par la suite, on va commencer ensemble. Je vais vous partager mon PowerPoint, puis on va aller explorer ça ensemble. Alors, je m'appelle Cindy Croteau-Côté. Moi, je suis une conseillère d'orientation. Donc, bac et maîtrise en sciences d'orientation. Je vois des yeux qui sont étonnés. Je suis une conseillère d'orientation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire pour vous expliquer pourquoi je suis allée vers l'hypnose. Donc, moi, quand j'ai fait mon stage de baccalauréat en sciences de l'orientation, j'ai fait mon stage à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. À ce moment-là, puis là, je retourne en arrière. On était en 2007-2008. À ce moment-là, dans l'unité, dans le département où j'ai fait mon stage, l'hypnose était pratiquée en individuel et en groupe. Et moi, à ce moment-là, dans ma vie, je suis comme tout le monde, hein. C'est-à-dire, j'ai déjà entendu parler de l'hypnose, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Je trouve ça excessivement mystérieux et je suis très curieuse. Donc, la personne qui pratiquait l'hypnose, c'était même pas mon superviseur de stage, mais je lui ai quand même demandé est-ce que je pourrais aller assister à une de tes séances de groupe? Et il m'a dit oui. Donc, moi, je suis allée, puis j'ai vu une séance de groupe, peut-être à peu près entre 30 et 40, peut-être 50 personnes qui étaient mises sous hypnose en même temps. Puis ça a été une des plus belles interventions de groupe que j'ai vues, puis je me suis dit, hein, mais je veux en savoir un petit peu plus. Et par la suite, j'ai demandé à cette même personne-là si elle pourrait pas me faire vivre une séance pour moi. Elle m'a dit, oui, tu reviendras cet après-midi. Donc moi, j'attends patiemment le rendez-vous de l'après-midi. Et puis, je suis allée à cette rencontre-là. Puis par la suite, j'ai vécu ma première séance d'hypnose. Puis j'ai vraiment eu besoin d'en apprendre davantage sur cette technique-là parce que j'ai eu des très grands résultats par rapport à cette séance-là. Donc, avant même de débuter ma maîtrise, me faisais déjà former en hypnose parce que j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Puis, j'ai commencé ma maîtrise en sciences d'orientation. J'ai rédigé mon essai sur l'hypnose et l'épuisement professionnel. J'ai travaillé plusieurs années dans la fonction publique en ressources humaines avec une pratique privée en hypnothérapie. Donc, j'ai commencé la pratique privée à peu près en 2010, la pratique privée en hypnothérapie. Puis en 2016, j'ai quitté mon poste dans la fonction publique, puis j'ai décidé vraiment de me dédier complètement à ma pratique privée en hypnothérapie. Et puis en 2019, j'ai démarré Neuroformation, qui est une école de formation professionnelle. On est spécialisé en hypnose thérapeutique. Donc moi, je forme des étudiants en hypnose, des gens en hypnose. On a aussi un volet développement personnel, mais je forme des gens à accompagner des gens sous hypnose. En fait, c'est un outil qui fait du bien. Donc, on est dans le mieux-être, on est dans les approches complémentaires. Donc, maintenant, c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager un peu cette passion-là que j'ai pour cette technique-là. Puis,
Si vous avez des questions, j'en prendrai peut-être pas à main levée, mais vous pouvez quand même m'écrire dans le chat. J'aime beaucoup, beaucoup les échanges. Fait que peut-être que je répondrai pas à toutes les questions, mais peut-être que je vais vous lire, puis peut-être que je répondrai ici et là à des questions. Alors voilà pour ma présentation. Je vais vous partager maintenant mon PowerPoint, puis on va aller explorer tout ça ensemble. Donc, je vais ouvrir le chat à côté et c'est parti. Vous voyez tout le monde voit bien le PowerPoint? Oui? Oui, Super. Alors aujourd'hui, découvrons l'hypnose dans l'apaisement de la douleur. Alors aujourd'hui, ce que je vais aborder avec vous pendant cette présentation, c'est qu'est-ce que l'hypnose, la définition de l'hypnose. C'est important de bien comprendre cette technique-là, l'usage de l'hypnose, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment l'hypnose agit sur le cerveau et le rôle de l'hypnose dans la gestion de la douleur. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je vous ai lu un petit peu tout à l'heure, certaines personnes connaissent un peu l'hypnose, d'autres pas du tout. Quand on pense à l'hypnose, c'est quand même une approche qui est mystérieuse. On pense à de la scène, on pense des fois à du spectacle. On pense peut-être même à des approches un peu ésotériques, où est-ce que certaines personnes pourraient perdre possession de leur corps, de leur esprit même. Et pour certaines personnes, on pense même à des coups de baguette magique, hein, de la magie, une approche un peu plus magique. Mais en fait, c'est une technique qui a fait ses preuves et qui existe depuis énormément d'années maintenant. Donc, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Ça désigne à la fois deux éléments. Ça désigne un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil, qui est en fait un état naturel qu'on peut vivre quotidiennement. En fait, quand on parle d'état naturel qu'on peut vivre quotidiennement, c'est important de savoir que naturellement, tout le monde va dans cet état-là entre 2 et 10 fois par jour. Il y a même des gens qui vont y aller encore plus souvent. Ceux qui sont capables de se mettre en auto-hypnose, des gens qui ont beaucoup plus d'imagination, des gens qui vont être très visuels, vont peut-être y aller même un peu plus que 10 fois par jour, mais normalement, on y va tous naturellement entre 2 et 10 fois par jour sans le savoir, de façon complètement involontaire. Donc, l'hypnose, c'est aussi un ensemble de techniques qui permettent de provoquer un état modifié de conscience. Donc, bref, l'hypnose, on vient dire que ça désigne un état. Et quand on parle d'état, c'est important de savoir que présentement, hein, on est là, on est réveillé, on est ici, concentré. Au niveau cérébral, on se retrouve en zone bêta. On est fonctionnel, hein, on fait nos affaires, on est réveillé, etc. On est en zone bêta. Quand on est en hypnose, nous ne sommes pas dans cet état-là. Nous nous retrouvons en zone alpha. Donc, il y a une altération de conscience. Donc, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont sous hypnose, ils n'entendront plus l'hypnothérapeute. Ils vont avoir une perte de conscience ou peut-être même dormir. Et quand ils reviennent en conscience, ben, ils ont tout oublié. C'est un peu faux. C'est-à-dire que l'hypnose va provoquer un état qui se retrouve entre la veille, hein, la conscience et le sommeil, parce que ce n'est pas du sommeil, c'est vraiment une altération de conscience. C'est important de s'en souvenir, une altération de conscience. Donc, cette altération de conscience-là, on se retrouve en zone alpha. Donc, on est toujours relativement présent et conscient de tout ce qui se passe. Cependant, c'est altéré. C'est altéré parce que l'hypnose, c'est important de savoir que ça vient vraiment jouer sur les perceptions qu'on peut avoir. Donc, si je reviens au niveau des ensembles de techniques qui permettent de provoquer un état modifié de conscience, ben ici, on pourrait faire référence à toutes les formes d'hypnose qui existent. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'hypnose de spectacle. Si je retourne en arrière, c'est la plus vieille forme d'hypnose qui existe. On appelle ça aussi l'hypnose traditionnelle, l'hypnose classique, l'hypnose de scène, l'hypnose de spectacle. C'est la plus vieille forme d'hypnose qui existe. Puis si ma mémoire est bonne, elle existe depuis à peu près les années 1773. Si ma mémoire est bonne, j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais c'est pour vous montrer à quel point ça existe depuis longtemps et puis ça a évolué. L'hypnose classique, l'hypnose de spectacle, a évolué vers l'hypnose thérapeutique.
tu sais, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps. Donc, il y a énormément de techniques maintenant, de formes d'hypnose. On parle d'hypnose, on pourrait parler d'hypnose ericksonienne. On pourrait parler maintenant aussi d'hypnose humaniste. On peut parler aussi d'auto-hypnose. On peut parler même d'hypnose globale, d'hypnose aussi transformationnelle. Il y a vraiment plusieurs formes d'hypnose aujourd'hui qui existent. Donc, un ensemble de techniques qui provoquent un état modifié de conscience. Évidemment, le choix d'une technique plutôt qu'une autre va dépendre un peu du professionnel qu'on va choisir pour nous accompagner. Ou si on choisit de faire de l'auto-hypnose, des fois, on peut même des fois intégrer de l'hypnose conversationnelle, on peut intégrer l'auto-hypnose et des techniques aussi spécifiques en auto-hypnose pour travailler sur soi. Allons un petit peu plus loin dans la définition de l'hypnose. Ici, je vous partage la définition de Marie-Élisabeth Feymonville, chef du service d'algologie du Centre de la douleur au CHU de Liège en Belgique, qui définit l'hypnose comme il s'agit d'un processus d'immersion dans un état de conscience différent où le jugement, la perception et la notion du temps peuvent être modifiés. Vous savez, la notion du temps, c'est très conscient. Hein, quand on est dans le subconscient, dans cet espace-là, le temps, on en a moins conscience. Hein, souvent, c'est pas rare qu'une personne qui est sous hypnose va revenir de cette technique-là et va dire à son professionnel, c'est déjà terminé, j'ai l'impression que ça fait 4 minutes que j'étais dans cet état-là. En fait, c'est parce que l'hypnose vient modifier les perceptions et entre autres la perception du temps. Donc, bref, quand on est dans cet état-là, justement, ben, on est en altération de conscience. Dans cet état-là aussi, nos perceptions sont altérées. Donc, on parle de temps, mais on pourrait parler même de l'environnement extérieur, même de notre environnement intérieur. Toutefois, dans cet état-là, on a beaucoup plus accès à ce qui se trouve en nous, hein, dans notre façon de percevoir les choses, dans nos émotions, dans nos pensées. On a beaucoup plus accès à cet espace qui se trouve en nous. François Roustang, ça a été un des précurseurs de l'hypnose thérapeutique. François Roustang, il définissait l'hypnose comme étant une façon de se laisser aller dans sa propre existence. Vraiment dans une sorte de lâcher-prise pour se laisser porter à l'intérieur de soi, sans aucune résistance, sans bataille intérieure, vraiment de se laisser porter dans cet état-là. L'hypnose permet de travailler beaucoup de choses. Ça, c'est important de le savoir. Donc ici, aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur, mais c'est important pour moi de vous montrer à quel point cet outil-là peut être pertinent pour travailler plein de choses. Donc, on peut entre autres travailler grâce à cette technique-là, le renforcement de nos ressources intérieures, travailler la notion de confiance en soi. On peut travailler aussi la diminution du stress physique, du stress mental. Bien évidemment, l'apaisement de la douleur, on pourrait parler à ce moment-là de douleur ponctuelle, donc préparation à l'accouchement. Il y a beaucoup de dentistes aussi qui vont utiliser l'hypnose aussi dans leurs interventions. On peut aussi travailler en douleur chronique. Bien évidemment, c'est après diagnostic médical. Je vais revenir un petit peu plus loin. L'hypnose peut être un outil très intéressant pour faciliter le sommeil. Peut être un outil aussi intéressant pour changer des habitudes de vie. Quand je parle d'habitudes de vie, ça pourrait être aussi des arrêts de fumée, des modifications d'habitudes alimentaires, la perte de poids, des choses à ce niveau-là. Donc, c'est quand même assez large qu'on peut se permettre de travailler avec cette technique-là. Donc, moi, j'aime dire, ben, du moment où est-ce qu'on est dans c'est possible dans nos interventions, là, parce qu'on ne peut pas se permettre n'importe quelle intervention. J'aime dire on a beaucoup de liberté avec cet outil de travail-là. Donc, l'hypnose, comment elle agit sur le cerveau? Donc, des recherches très récentes, plusieurs recherches récentes ont permis de bien comprendre le fonctionnement du cerveau lorsqu'il est plongé dans un état d'hypnose. Donc, il apparaît clair que cet état modifié de conscience, donc l'état d'hypnose, l'état que l'hypnose va provoquer, ressemble à aucun autre état. Donc, ce n'est ni de l'éveil, donc on n'est pas 100% dans la conscience, ce n'est ni du sommeil, on ne dort pas.
Et ce n'est pas non plus de la méditation. Pourquoi je parle de méditation aujourd'hui? C'est parce que c'est pas rare que les gens, des fois, ils vont se dire, ah, ça ressemble un petit peu à la méditation parce qu'il y a de plus en plus de méditation guidée avec de la visualisation, avec quelques suggestions. Donc, en hypnose, au niveau du cerveau, ça n'agit même pas à la même place. Donc, ce n'est pas de la méditation. Puis, il y a d'autres techniques aussi qui sont très relaxantes, qui ne sont pas non plus, qui ne sont pas non plus de l'hypnose. Parce que, par exemple, je pourrais vous donner un exemple. On pourrait juste parler de yoga nidra. Ce n'est pas non plus de l'hypnose, même si cette technique-là va venir provoquer des altérations de conscience parfois, de la relaxation très profonde. Ce n'est pas non plus de l'hypnose. Donc, l'hypnose ici va venir agir et provoquer, numéro un détachement vis-à-vis de la logique. Là, je vais vous expliquer ici le but ultime du détachement de la logique. Donc, ce que ça fait quand on se détache de la logique grâce à l'hypnose, c'est l'activité entre le cortex préfrontal dorsolatéral est réduite. Donc, on a vraiment observé dans les recherches une réduction à ce niveau-là. Ça se traduit par une perte du sens critique et un détachement vis-à-vis soi-même et l'environnement extérieur. Donc, à ce moment-là, on dit que notre côté logique et rationnel s'estompe tranquillement. Hein, on est beaucoup plus dans le lâcher-prise. On est beaucoup plus aussi dans la détente, dans le calme intérieur. On a un détachement vis-à-vis de soi-même et l'environnement extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ça, qu'on n'a pas nécessairement une certaine conscience, mais il y a un détachement qui se crée à ce niveau-là. C'est le premier pas, c'est le premier pas vers l'altération de conscience, en fait. Donc, on se détache de la logique pour se laisser aller dans la sensorialité. La sensorialité qui est de cet état-là intérieur, ce bien-être intérieur-là qu'on va avoir lorsqu'on est dans cet état-là. Et en hypnose, on parle alors de sensorialité qui fait référence aussi à une connexion à nos sens. Donc, on a une plus grande capacité de visualisation, aussi de calme intérieur. On a une plus grande capacité aussi à se connecter à notre environnement intérieur dans la sensorialité. Le deuxième élément à nommer par rapport à ça, c'est que l'hypnose va venir provoquer une attention focalisée. Quand on parle d'attention focalisée, en état motif de conscience, le niveau de connexion entre l'insula et le cortex préfrontal s'accroît. Donc, encore une fois, les études ont démontré qu'on avait vraiment une augmentation à ce niveau-là. Donc, l'attention de la personne se pose alors sur des sensations internes, vraiment à l'intérieur d'elle, sur ses émotions, et la personne se relaxe encore davantage. Puis vous savez, normalement, rendu à une attention grandement focalisée, on est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus dans une profondeur d'état. Ça s'installe beaucoup plus profondément. On a moins conscience, encore moins conscience de l'environnement extérieur à ce niveau-là. Parce que l'attention, elle est grandement focalisée sur notre environnement intérieur, sur nos sensations internes. L'état motif de conscience provoque également la création d'une bulle de bien-être intérieur. Ce qu'on vient de dire à travers cette bulle, c'est que ça fait en sorte que la personne s'éloigne de tout ce qui n'est pas porté à l'attention consciente. Donc, qu'est-ce qui pourrait être porté à ma conscience? Des bruits autour, hein, tu sais, toutes sortes d'éléments qui sont autour de moi. Même aussi, il y a certaines personnes, une fois qu'elles sont rendues dans cette bulle intérieure-là, qui vont aussi avoir beaucoup moins, voire plus du tout conscience de leur corps physique, tellement ils vont être dans cet espace intérieur-là. Donc, les personnes qui sont dans cette bulle, dans cet espace-là, s'éloignent également des émotions négatives qui peuvent être associées aussi à la douleur. Dans cet état, la personne va s'ouvrir aux suggestions hypnotique. Donc, dans cet état-là, quand on est dans cette bulle intérieure-là, que l'état, hein, on s'est éloigné de la logique, donc on s'est laissé emporter un petit peu par la sensorialité.
On s'est connecté à notre environnement intérieur. On a créé cette bulle aussi de bien-être intérieur. On est maintenant beaucoup plus ouvert aux suggestions. Et quand on parle de suggestions hypnotiques dans le domaine de l'hypnothérapie, c'est des suggestions qu'on va faire pour aussi donner des outils, reprogrammer, pour faire vivre d'autres choses, pour vraiment modifier les perceptions. Fait qu'on parle de suggestion. C'est aussi suggérer autre chose à une personne. Par exemple, suggérer du calme, tu sais, faire vivre du calme sous hypnose, ça peut être aussi, ça pourrait être une suggestion hypnotique qu'on propose à quelqu'un pour lui faire vivre justement encore plus de bien-être. On a une petite question ici. Est-ce que c'est pour cette raison que certaines personnes ont nommé dans le passé que ça pouvait être dangereux, le détachement? Mais de ce que je comprends, il n'y a rien de dangereux. C'est momentané. En fait, je sais pas qu'est-ce qui peut être nécessairement dangereux dans cette technique-là parce que en fait, je pense qu'on a beaucoup de craintes par rapport à à cette technique-là. On a beaucoup plus de craintes, mais une fois on comprend bien cette technique-là, puis qu'on peut voir à quel point que c'est doux, c'est agréable, c'est bénéfique. Souvent, en comprenant bien la technique, ça va aussi réduire bien des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à cette technique-là. Est-ce qu'il y a des trucs pour se sentir suffisamment en sécurité pour se permettre dans cette étape? C'est super intéressant, cette question-là. En fait, des trucs que je pourrais vous proposer, parce qu'ici, ici, quand on parle de détachement vis-à-vis de la logique, on fait aussi référence à du lâcher-prise. OK, ça, c'est important. Puis c'est important aussi de savoir que le lâcher-prise, c'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est ça la réalité aussi, là. On ne se le cachera pas parce qu'il y a certaines personnes pour qui la relaxation n'est pas facile, pour qui aussi d'accepter de se déposer, c'est difficile, de lâcher le contrôle aussi pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. Des petites techniques, des petits trucs qui peuvent être intéressants pour se permettre d'entrer dans cet état-là. Ça peut passer par de la relaxation, ça peut même passer par des techniques méditatives pour apprendre à se déposer, pour apprendre à se calmer un peu, pour apprendre à se laisser aller. Mais vous allez voir aussi, des fois, le simple fait de se déposer dans un espace calme à l'extérieur va aussi nous donner du calme à l'intérieur. Ça peut passer par de la respiration. J'ai vu passer aussi la cohérence cardiaque. C'est super intéressant. Ça peut être très bénéfique aussi pour apprendre justement à s'éloigner, à se détacher de la logique. Mais c'est pas parce qu'on utilise ces petits outils-là qu'on va nécessairement provoquer l'altération de conscience, hein, qu'on recherche avec l'hypnothérapie. Hein? Fait que, tu sais, ça peut nous aider à apprendre à lâcher prise, mais par la suite, tu sais, il y a tout le principe de l'hypnose qui peut rentrer en ligne de compte. Fait que, aujourd'hui, moi, je fais une présentation pour vous présenter très brièvement l'hypnose, mais je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours et des jours. Le simple fait aussi qu'on dit, bon, un détachement vis-à-vis de la logique. Comment qu'on fait ça? Ça passe par le lâcher prise, mais ça passe aussi par des techniques qu'on va appeler des techniques d'induction. On va induire une, une altération de conscience avec des techniques d'induction. Hein, ça va passer par là. Grâce à la technique d'induction utilisée, la personne va tranquillement s'éloigner de la logique et entrer dans la sensorialité. Le lâcher-prise va s'opérer de par la technique. Pour certaines personnes, ça va être plus difficile. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut, qu'on peut utiliser des techniques pour apprendre à lâcher prise un petit peu plus. Bref, le rôle, le yoga nidra, c'est intéressant. Ça peut vraiment aider à favoriser une belle relaxation. Le rôle de l'hypnose dans l'apaisement de la douleur. Allons découvrir ça un peu ensemble. Je vais regarder il est quelle heure parce que je pourrais en parler vraiment longtemps de tout ça. Donc, comme mentionné précédemment, je vous l'ai mentionné un petit peu plus haut dans ce qu'on pouvait travailler en hypnose. L'hypnose peut être utilisée à des fins d'apaisement, de modification de perception de la douleur. Donc, c'est complémentaire. Ça peut vraiment aider à soulager. Donc, dans le but d'aider certaines personnes à mieux gérer la douleur, autant la douleur chronique que pour la douleur qui est un peu plus ponctuelle. OK? Donc, c'est important de le savoir. Fait que là, on va aller voir. Je vais vous présenter quelques techniques
qui peuvent être utilisées, mais avant, allons voir les composantes. Je pense que de toute manière, ici, vous devez déjà connaître les composantes de la douleur. Je vais en aborder certaines. L'hypnose peut être utilisée afin d'apaiser, soulager certaines composantes qui constituent la douleur chronique, pardon. On a ici une composante sensorielle. Donc ici, on parle de sensations physiques. Tu sais, on parle vraiment de ce que ça nous fait vivre au niveau physique. On parle de sensations. Donc ça peut être un outil qui est intéressant pour pouvoir venir travailler la composante sensorielle. On a aussi une composante émotionnelle. Bien évidemment, le stress, devoir supporter la douleur au quotidien, que ça ait des impacts aussi au niveau de nos habitudes, notre style de vie, ça peut faire vivre beaucoup de colère. Il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent être vécues par les gens par rapport à la douleur, chronique. Et l'hypnose peut être intéressante à intégrer dans l'apaisement de la douleur au niveau de la composante émotionnelle. Ça peut vraiment être un outil super intéressant pour venir justement travailler le stress que ça peut faire vivre, des émotions aussi un peu plus négatives, etc. Par la suite, on a une composante comportementale. Donc, évidemment, la douleur chronique va amener les gens à modifier leur comportement. Certaines personnes vont même perdre confiance en leur corps physique. Fait que l'hypnose peut amener les gens à renforcer leur moi, à reprendre confiance en eux. Ça peut aussi, des fois pour certaines personnes même, apaiser d'autres émotions qui peuvent être reliées à la modification des comportements. Fait que ça peut avoir vraiment un impact au niveau des composantes. Puis, comment faire pour le travailler au niveau des composantes? Eh bien, ici, j'aurais pu vous parler, vous partager plusieurs techniques. Cependant, je suis très limitée dans le temps. Puis, je veux vraiment laisser un petit 15 minutes de questions parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont défilé. Donc, je vous partage uniquement trois techniques, trois exercices aujourd'hui. OK? Mais j'aurais pu vraiment vous partager d'autres techniques là, aujourd'hui. Donc, ici, je vous explique des exercices possibles en hypnose pour apaiser la douleur. On a une technique qui s'appelle la distraction. La distraction, ben, c'est une technique qui consiste en une réorientation de l'attention. Ça permet de porter l'attention ailleurs que sur la douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quand vous étiez plus jeune. Moi, ma mère, elle me disait souvent ça quand j'étais petite. Elle me disait, puis là, aujourd'hui, elle ne le dit plus, puis ça pourrait être pertinent pour aujourd'hui encore. Tu sais, ça change le mal de place. Tu sais, faire autre chose, ça change le mal de place. Tu sais, on a souvent entendu ça. Fait que, tu sais, si on détricote un peu, ça change le mal de place, mais on pourrait faire référence à, ben, si je me concentre sur d'autres choses, ça va changer le mal de place. Si je me concentre sur d'autres choses, je vais être moins concentrée sur ce qui se passe présentement. Hein? Ça ne veut pas dire que ça va partir. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître, hein. Ça veut juste dire que je pourrais choisir, avec une technique de distraction, de déposer mon attention ailleurs. Puis c'est ce qu'on veut vivre d'une certaine façon. Si je fais référence à ma bulle de bien-être, hein, lorsque je vous ai expliqué qu'est-ce que l'hypnose agit, comment sur nous, provoque une bulle de bien-être, bien, c'est sûr que pendant que je suis dans cette bulle de bien-être-là, nécessairement, mon attention est déposée ailleurs. Et que c'est super intéressant, le détournement de l'attention. C'est quelque chose qui peut être utilisé. Là, on parle oui, de gestion de douleur, mais on pourrait vraiment utiliser ça pour d'autres choses. Pensez-y, quand quelque chose vous fait vivre énormément de colère, plus on pense à ce qui nous a fâchés, on dirait que plus on reste dans cette émotion-là. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui se présente, on fait autre chose, on dépose notre attention ailleurs que sur ce qui nous fait vraiment vivre beaucoup de colère, et tout à coup, on remarque que ça s'est apaisé en nous. C'est un peu ce principe-là aussi, hein. Apprenons à réorienter notre attention pour pouvoir vivre les choses autrement. Fait que ça, c'est une technique qu'on peut utiliser sous hypnose. Une autre technique qu'on peut utiliser sous hypnose, c'est la dissociation corporelle. Donc, cette technique permet d'utiliser les principes de dissociation de l'hypnose. Puis ici, quand je parle de principes de dissociation de l'hypnose, c'est qu'en tant que tel,
La technique va nous dissocier de la conscience. C'est ce dont on parle quand on parle de dissociation provoquée par l'hypnose. Parce que avec cette technique-là, je me dissocie d'une certaine façon de l'environnement extérieur et je rentre dans mon environnement intérieur. Hein? Fait que j'ai moins conscience de l'environnement extérieur parce que j'en suis d'une certaine façon un peu plus dissociée. Donc, quand on parle des principes de dissociation de l'hypnose, pour accompagner une personne dans un environnement qui peut être imaginaire, quand on parle d'imaginaire, ça pourrait être une technique de visualisation. Hein, visualiser un paysage de la nature, un endroit que j'aime vraiment beaucoup, me permettrait de me retrouver dans cet espace-là, à l'intérieur de moi, dans cet espace imaginaire, connecté à mon subconscient, dans un contexte où elle peut s'éloigner de la douleur. Donc, dans un contexte où une personne, en se connectant sur cet environnement imaginaire, peut s'éloigner de la douleur. L'avantage de la technique de dissociation corporelle, c'est vraiment que elle permet d'apaiser. Puis là, je dis momentanément, c'est important parce que, et bien évidemment, tu sais, les techniques, c'est c'est complémentaire hein, à ce que peut-être vous avez déjà aussi comme suivi avec vos professionnels. Fait que c'est des outils qu'on peut vous donner pour soulager, tu sais, soulager vos douleurs au quotidien. Vous donner des outils aussi pour améliorer votre qualité de vie grâce à des techniques, là, des outils complémentaires. Donc, permet d'apaiser momentanément la douleur de la personne, le temps du voyage à l'intérieur d'elle. Donc, le temps de l'expérience axée sur la visualisation à l'intérieur de la personne. Et bien évidemment, je ne pouvais absolument pas passer à côté de l'auto-hypnose aujourd'hui. Un outil de taille qui pour moi, est fondamental à proposer à nos clients pour toutes sortes de choses, que ce soit pour améliorer un peu plus la qualité du sommeil, que ce soit aussi pour mieux gérer nos émotions, notre stress au quotidien, pour aussi la gestion de la douleur. Il y a vraiment des besoins qui sont très pertinents à faire en auto-hypnose au quotidien. Et puis la gestion de la douleur, l'apaisement de la douleur, c'en est vraiment un. Donc, la technique de l'auto-hypnose, ça permet de se mettre soi-même en état modifié de conscience. Il y a bien des gens qui pensent qu'ils peuvent aller sous hypnose uniquement grâce à une aide extérieure, grâce à l'aide d'un hypnothérapeute. Eh bien, sachez que nous avons tous la capacité à nous mettre nous-mêmes en état modifié de conscience. Ça, c'est important de le savoir. Donc, ici, aujourd'hui, là, vous êtes plusieurs à m'écouter. Vous avez tous cette capacité-là à vous mettre dans cet état-là. Pour certaines personnes, ça va être hyper facile. Pour d'autres personnes, ça va être un petit peu plus un défi. Hein? Il y a des personnes, puis là, je vois une question dans les commentaires que je trouve intéressante. Est-ce que tous les gens sont réceptifs à l'hypnose? Donc, dans les faits, étant donné que cet état-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, cet état-là, il est naturel. On y va tous, à tous les jours, en zone alpha. Puis je vous explique un petit peu pour que vous puissiez mieux vous situer quand vous vous réveillez le matin. C'est un peu embrouillé encore. Tu sais, vous êtes encore vous êtes encore proche du sommeil, mais réveillé, mais tu sais, c'est là, vous vous réveillez tranquillement, puis vous êtes encore un peu embrouillé. Naturellement, vous êtes en zone alpha. Vous l'êtes exactement. Exactement dans le même état que l'hypnose va provoquer. Donc, on est là, mais pas à 100%, mais on s'en vient tranquillement à 100% en conscience. Quand vous vous couchez le soir, puis que là, vous sombrez tranquillement dans la détente, dans le sommeil, c'est exactement aussi ça que l'hypnose va provoquer. Au courant de la journée, je pourrais me mettre à visualiser quelque chose parce que mon amie me raconte une histoire qu'elle a vécue récemment. Elle me met des détails et des détails, puis moi, je suis en train de voir la scène dans ma tête pendant qu'elle me parle. Et le moment où je visualise la scène dans ma tête et que je l'écoute en même temps, je suis en altération de conscience. Je suis exactement dans le même état que l'hypnose provoque. Donc, les gens qui sont très visuels, très imaginatifs, qui rentrent en eux pour connecter avec des émotions, etc., ben, ils vont toujours dans cet état-là. Donc, étant donné que c'est naturel, on serait tous supposés d'être capables d'aller à volonté dans cet état-là l'hypnose serait supposée de fonctionner pour tout le monde. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a des gens qui sont très anxieux, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à se laisser aller vers la sensorialité, il y a des gens qui vont beaucoup rester dans la logique et dans le rationnel. Donc, pour ces personnes-là, c'est un plus grand défi
de plonger dans cet état-là et d'avoir même des résultats avec cette technique-là. Cependant, par expérience, plus on pratique l'hypnose, plus on devient réceptif à cette technique-là. On dirait qu'à un moment donné, à force de pratiquer ça, on apprend de plus en plus à se laisser aller dans cette expérience-là. On apprend de plus en plus à lâcher prise. On se laisse de plus en plus aller vers la sensorialité. Mais bref, pour répondre plus clairement à la question, on serait tous supposés d'être réceptifs, mais dans les faits, des fois pour certaines personnes, c'est un défi. Mais la réceptivité peut venir avec le temps. Ça, pour répondre mieux à la question. Alors, bref, en auto-hypnose, ça permet d'avoir accès librement à ses ressources intérieures. Ça permet aussi d'avoir accès à notre subconscient. Donc, en auto-hypnose, des techniques telles que la relaxation physique, donc des scans corporels, la visualisation, se faire soi-même des suggestions, hein? Se faire soi-même des suggestions qui peuvent ressembler, c'est pas ça, mais je vous donne un petit exemple, ça peut même ressembler parfois à des sankalpas qu'on va utiliser en yoga nidra, ou ça pourrait ressembler aussi à des mantras, mais en hypnose, c'est d'autres choses. Donc, mais bref, il y a toutes sortes de techniques qui peuvent être utilisées en auto-hypnose pour permettre à une personne de venir modifier sa perception de la douleur et s'apaiser, puis vraiment se sentir mieux à plusieurs niveaux, dans toutes les composantes qu'il est possible de travailler. Puis vous allez voir, hein, moi, pour moi, là, je trouve ça super important que si jamais vous décideriez d'intégrer l'hypnose dans l'apaisement de votre douleur, pour moi, c'est très important d'apprendre à intégrer l'auto-hypnose au quotidien. Ne serait-ce que pour travailler son stress, vraiment apprendre à s'apaiser au quotidien, apprendre à se faire des suggestions aussi au quotidien. Pour moi, c'est très important là, de mettre ça de l'avant dans un processus comme ça pour que justement les gens qui bénéficient de services en hypnothérapie apprennent à intégrer ça pour pouvoir avoir des outils en tout temps. Puis moi, l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis bien, bien, bien longtemps. Je vais vous épargner un peu les détails de tout ça parce que là, le temps passe, mais j'ai utilisé cette technique-là pour travailler des éléments très spécifiques dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, très régulièrement, c'est une technique que je vais utiliser dans mon quotidien. Fait que l'auto-hypnose a des effets hyper bénéfiques. Puis vous savez, le simple fait de se retrouver en altération de conscience, donc d'être en zone alpha au niveau cérébral, de se retrouver en altération de conscience, c'est hyper bénéfique au niveau de l'apaisement du stress. Donc le simple fait d'être dans cet état-là va calmer énormément les gens qui sont un peu plus stressés, un peu plus anxieux, etc., etc. Donc ça a des beaux impacts à ce niveau-là. Donc ici, pour moi, c'était fondamental de terminer avec ces deux recommandations-là qui sont pour moi essentielles parce que, bien évidemment, c'est une technique qui est hyper intéressante, l'hypnothérapie, sauf qu'elle a des limites. C'est-à-dire qu'elle ne peut remplacer en aucun cas les conseils d'un professionnel de la santé. C'est vraiment, vous voyez, comme cet outil-là comme complémentaire à quelque chose que vous faites peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà mis en place. C'est un outil complémentaire. C'est important aussi de savoir que des gens qui vont vivre une très grande souffrance, je pense que Cindy aussi l'a bien présenté tout à l'heure, des fois ça peut nous faire vivre un peu plus de souffrance, la douleur chronique, puis c'est important de savoir que l'hypnose ne viendra pas non plus remplacer le travail avec un psychologue ou avec un psychothérapeute à certains niveaux. Donc, c'est vraiment complémentaire. Et puis, avant de proposer de telles techniques, un praticien en hypnose doit aussi s'assurer que son client ait d'abord eu un diagnostic médical qui peuvent expliquer la source, la cause, la provenance de la douleur à soulager. Parce que si les gens ne vont pas nécessairement consulter, mais qui souffrent quand même beaucoup, donc l'hypnose, ben, c'est important de savoir aussi qu'il ne faut pas non plus que ça vienne étouffer quelque chose là, qui aurait besoin d'être exploré avec un professionnel de la santé. Ça, c'est très important à prendre en considération. Alors, on pourrait maintenant arriver, on nous reste un petit 15 minutes hein, de questions. Je vais te laisser Oui, gérer les questions. Cindy, je vais enlever, je ferai mon PowerPoint. merci beaucoup, Cindy. Très, très, très intéressant et j'ai beaucoup de questions. Oui. Alors, je vais remonter au tout début. J'ai tout noté vos questions là,
Pour tous, là, comme je vous dis, il y en a beaucoup, on a 15 minutes, fait que, on va essayer de passer au travers, comme Cindy va être capable de le faire parce que, comme vous le savez, c'est fini à 1 heure, puis c'est tellement intéressant ce nouveau sujet-là qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Malheureusement, on dispose du temps qu'on a. Alors, j'avais une question qu'on a quand même répondu tout à l'heure, Cindy, fait que je pense qu'on va la passer vite, là, mais tu sais, la cohérence cardiaque, là, une personne voulait savoir si c'était de l'hypnose ou de la relaxation, et je crois que par ta réponse, on a bien compris que c'était un outil, mais que c'était plus de la relaxation. C'est pas de l'hypnose, la cohérence cardiaque. Tu sais, ça peut vraiment aider à relaxer, à réguler la respiration, mais c'est pas de l'hypnose. Parfait, merci. Autre question. Euh, Qu'est-ce que l'hypnose qu'on retrouve sur YouTube vaut? Est-ce que ça vaut quelque chose, ce qu'on retrouve sur YouTube? C'est une excellente question, puis j'ai pas envie de dire que ça vaut rien parce qu'au contraire, en fait, bon, moi ce que je dis tout le temps à mes hypnothérapeutes, c'est que il faut toujours que les techniques, pour que ça donne les résultats qu'on souhaite obtenir, il faut toujours que les techniques soient adaptées aux besoins d'une personne. Ça, c'est important de le savoir. Donc, ça se peut très bien que ce que j'écoute sur YouTube me fasse du bien, m'apaise, mais ne réponde pas nécessairement à tous mes besoins parce que c'est pas une technique qui va nécessairement être adaptée à mes besoins. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si c'est pas adapté à mes besoins, mais comme je disais, ça va provoquer une relaxation, du bien-être, mais peut-être pas de résultats plus prononcés. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fait du sens pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, est-ce que ça répond à mes besoins, est-ce que je trouve sur YouTube? Parce que la réponse pourrait être oui. Ça pourrait vraiment vous aider si ça vous parle, puis que la technique, là, elle vient vraiment vous chercher en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Puis la réponse pourrait être non. Tu sais, ça se peut que ça soit vraiment pas pertinent, puis que ça provoque juste une relaxation. Mais dans tous les cas, au moins, vous allez peut-être retrouver de la relaxation dans ce que vous allez faire. Parfait, merci Cindy. Alors, une personne voulait savoir si au début, il y a une évaluation psychiatrique parce qu'une personne qui a une personnalité limite pouvait provoquer une psychose ou des choses comme ça. Donc, on se demandait. C'est une très bonne question. En fait, là, souvent, tu sais, les hypnothérapeutes ne font pas d'évaluation. Cependant, c'est de leur responsabilité de voir qu'est-ce qui est présent chez leurs clients, puis quelles sont les limites, parce qu'évidemment, il y a des techniques, des fois, quand elles sont très chargées, elles peuvent être chargées, même si c'est doux, c'est calme, c'est réconfortant comme technique, une personne pourrait être très chargée émotivement. Puis, il pourrait vivre énormément d'anxiété sous hypnose. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ce facteur-là à prendre en considération, s'assurer que la personne, ça va être une bonne voie pour elle d'utiliser cet outil-là pour éviter justement les décompensations, puis la surcharge émotionnelle, là. Fait que des fois, c'est à faire attention, hein, puis se demander comme professionnel en hypnothérapie, on ne fait pas de psychothérapie, puis on n'est pas médecin. Est-ce que je suis la bonne personne pour accompagner cette personne-là en fonction de son besoin puis de ce qui est là pour elle? Fait qu'il y a aussi ça à explorer. Merci beaucoup. Je vais poser une grande question qui va faire le tour de plusieurs questions que j'ai vues apparaître pour tous, là, OK? Fait que ça vient tout un peu se rejoindre. Donc, les gens se demandent comment je fais pour être sûr que je vais tomber sur une bonne hypnothérapeute professionnelle, compétente. Donc là, les gens se demandent est-ce que je peux tomber sur un charlatan? Est-ce que vous avez une association? Comment je ferais pour être sûr de tomber sur une autre personne? Parce qu'un autre disait on me conseille d'aller voir un psychologue qui fait de l'hypnose et de ne pas aller voir un hypnothérapeute pour ne pas tomber sur un charlatan. Donc, c'est la question qui revient beaucoup. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, souvent, ben, les hypnothérapeutes, ben, normalement, il faut qu'ils soient formés. Ils vont être accrédités par des écoles. Puis une fois qu'ils sont formés et accrédités, ils peuvent devenir membres d'une association en naturopathie. Puis ils peuvent émettre des refus d'assurance. Donc, ils vont pouvoir là, être membres d'une association. Puis quand on est membre d'une association, ben, on doit faire de la formation continue. Tu sais, on a plus de comptes à rendre, un professionnel a plus de comptes à rendre aussi parce que justement, il est certifié, puis il est membre d'une association. Donc, ça, c'est si on veut un bon professionnel, ben, tu sais, on peut aller voir aussi sur le site des associations en naturopathie, puis aller voir les professionnels affichés. Il y a aussi des excellentes écoles en hypnothérapie qui vont afficher leurs professionnels sur leur site Internet. Il y a toujours cette possibilité-là aussi. Il y en a qui vont passer par des écoles. Nous, des fois, il y a des gens qui nous écrivent directement, avez-vous des hypnothérapeutes à nous référer? Fait que, mais tu sais, d'un autre côté,
Oui, on a des associations qui viennent encadrer la pratique. Il y a des excellentes écoles, là, puis il y en a plein là, au Québec, des excellentes écoles. Mais puis ils sont certifiés, mais tu sais, des fois aussi, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va. Puis ça, c'est comme n'importe quel professionnel, hein. Tu sais, la garantie de compétence, des fois, ça peut être du cas par cas. Puis pour certaines personnes, ben, un professionnel peut faire, puis pour un autre, ça peut ne pas faire. Fait que, bref, mon conseil, c'est vraiment de s'assurer que le professionnel est formé, est certifié puis qui est membre d'une association dans le domaine de la naturopathie. Donc, on s'assure que c'est réglementé, on s'assure aussi, tu sais, qu'il est formé, il y a de la formation continue, etc., etc. Parfait, merci beaucoup. Et autre question que je vois qui revient, puis qu'on va essayer justement d'englober tout ce questionnement-là. Les gens ont beaucoup de questions sur l'auto-hypnose, sur comment se faire former, est-ce qu'ils doivent se faire former par une personne en particulier. Les gens se demandent même pourquoi qu'aujourd'hui on n'a pas plus parlé de l'auto-hypnose. Ça, on s'en doute, ça aurait pris trop de temps dans notre conférence. Là, aujourd'hui, c'est une introduction au sujet de l'hypnose. Mais là, les gens se posent beaucoup de questions sur comment je peux en venir à être capable de faire de l'auto-hypnose. Mais il y a, présentement, il y a plein de façons, là, en fait, là, présentement, de se faire former en auto-hypnose. Mais, tu sais, il y a plein d'ouvrages qui existent sur l'auto-hypnose, ne serait-ce que pour comprendre l'état désiré, comprendre le chemin aussi pour s'y rendre. Il y a plein d'ouvrages là, super intéressants. Puis, donc, je pourrais juste simplement vous proposer votre subconscient du génie. Je ne sais pas si on peut le trouver et le mettre. Là, je ne me souviens pas de l'auteur. Votre subconscient a du génie. C'est un livre que moi, j'ai lu il y a plusieurs années, que j'ai adoré. Dans ce livre-là, on parle de communication avec le subconscient. Il y a des techniques aussi qu'on peut pratiquer sur soi. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant. Là, il y a plein d'outils dans ce livre-là. Ça peut être un bel ouvrage pour commencer à découvrir un peu l'hypnose, le fonctionnement du subconscient, etc. Mais aussi, il existe présentement des formations qu'on peut trouver sur le web pour aussi se familiariser avec l'auto-hypnose. Il y a aussi beaucoup de professionnels, quand on voit Oui, merci Sylvie. Harry Carpenter, votre subconscient a du génie. Merci beaucoup pour les références. Est-ce que on va le retrouver sur ton PowerPoint qui va être partagé demain? As-tu certaines références qui sont incluses? Non, OK. non, j'en ai pas malheureusement. Donc, pour ceux qui écoutent à la maison en rediffusion, là, prenez bien en note Harry W. Carpenter et le livre, c'est Votre subconscient a du génie. Oui, exact. C'est un bel ouvrage. En tout cas, moi, je l'ai adoré il y a quelques années quand j'ai lu ce livre-là. Et puis, c'est un ouvrage que souvent, même, je vais apprécier de relire souvent. En fait, je pense qu'il peut vous donner plusieurs trucs. Puis, il y a plein de formations là, présentement que vous pouvez explorer sur le web pour pouvoir découvrir cette technique-là de l'auto-hypnose. Vous pouvez aussi aller consulter des professionnels qui peuvent vous outiller aussi à ce niveau-là. Parfait, merci Cindy. Alors, prochaine question. Bon, on avait est-ce que l'effet est permanent de l'hypnose? Mais des fois, on peut dire qu'assurément, c'est permanent. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Des fois, grâce à l'hypnose, on va avoir des résultats qui vont durer dans le temps. Par exemple, ça peut nous aider à modifier des habitudes. Ça peut nous aider aussi à se mobiliser dans certains projets. Ça peut nous donner vraiment plus confiance en soi, s'affirmer davantage. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. Ça peut vraiment nous donner des effets bénéfiques sur le long terme. Mais ça se peut aussi que on a des effets qui sont un peu moins bénéfiques parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut rencontrer là, en hypnothérapie. Il peut y avoir des résistances, des fois aussi. On peut ne pas nécessairement toujours travailler à la bonne place. Des fois même, on peut même dire, des fois, c'est pas parce que consciemment, il y a quelque chose que je veux changer que je vais nécessairement y arriver. Pour réellement être prêt à changer, il faut être conscient qu'on a quelque chose à changer, justement. Pour réellement changer, il faut être conscient que on a quelque chose à travailler. Si on n'a pas nécessairement cette conscience-là, cette prise de conscience-là, les changements, justement, là, peuvent être durs à voir dans le temps, peuvent être durs à maintenir dans le temps. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais dans l'ensemble, c'est un outil qui est extraordinaire, qui va donner des résultats sur le long terme pour bien des gens. Je fais juste parler de moi. Puis moi, j'étais très gênée, très, 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 très timide quand j'étais plus jeune.
Puis je vous ramène juste en arrière. Quand j'étais à l'université, j'ai eu à faire une présentation dans un de mes cours. Puis il y avait beaucoup de monde. C'est un cours où on était à peu près 200 étudiants. Puis quand ça a été mon tour de parler, j'ai quasiment tombé sans connaissance tellement j'étais gênée. Fait que c'est quelque chose que j'ai travaillé en auto-hypnose. Voyez-vous, aujourd'hui, 138 personnes. Là, on est rendu à 123, puis je suis vraiment ailleurs. Ça, je peux vraiment dire que j'ai gardé ça dans le temps, parce que je l'ai travaillé, mais il y a des choses qui se gardent assurément dans le temps. Puis il y en a beaucoup là, qui se gardent dans le temps. Merci beaucoup. C'était excellente réponse. Une autre question d'une dame qui se demandait si, lors de la présence d'une forte douleur, est-ce que ça peut altérer la réceptivité de la personne? Assurément. Ça peut assurément, des fois, quand on est dans une forte douleur, puis que notre attention, justement, est vraiment tourner vers, mettons, la douleur qu'on est en train de vivre présentement, mais c'est sûr que ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact parce que si je suis complètement tournée vers cette douleur-là, ben, je vais avoir de la misère à me laisser aller. Ça fait que pour s'éloigner de la logique, puis se rendre vraiment vers la sensorialité, le lâcher prise, il faut que je me tourne un peu vers autre chose. Fait que, tu sais, ça se peut que si je suis capable de me tourner vers la détente, vers créer cette bulle-là, je vais m'en éloigner. Mais si je reste vraiment concentrée sur cette douleur-là, je peux avoir de la difficulté à me laisser aller. Parfait, merci. De rien. Il y a des gens, là, ben, pour rassembler un petit peu les volontés des gens, je vois qu'il y a des gens qui voulaient en savoir un peu plus sur les suggestions, qu'est-ce que c'était. J'en vois qui ont même dit, on aurait aimé ça aller en auto-hypnose aujourd'hui, d'avoir un exercice. On voit que les gens étaient déjà prêts à se lancer dans la pratique. C'est normal, c'est super intéressant, mais comme vous savez, c'était comme une introduction à l'hypnose pour au moins savoir ce que c'est. On n'a pas assez de temps pour entrer dans la pratique, mais sachez que vos demandes sont écoutées à la QDC. Donc, nous, justement, cette année, c'est la première fois qu'on amène l'outil complémentaire alternatif qui est l'hypnothérapie. On voit qu'on a une belle réceptivité. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse pour une prochaine conférence provinciale, de rentrer dans quelque chose d'un peu plus pratique, écrivez à la QDC, marquez ce que vous aimeriez voir. On fait ça pour vous. Donc, allez-y, demandez-le, puis on va regarder pour essayer de mettre ça sur le programme pour 2026, 2025, 2026. Mais on fonctionne vraiment avec vos demandes. Fait que merci de l'avoir mentionné. Ça mentionne que ça a été très intéressant, ça nous est très apprécié. Et là, je regarde, 59, il nous reste une minute, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, combien de temps, ben, en fait, quand on fait une auto-hypnose, combien de temps que ça peut durer? On parle de combien de temps, une séance? Ça dépend vraiment. Ça a pas besoin, moi je le dis souvent, ça n'a pas besoin d'être long pour être efficace. Ça n'a pas besoin d'être long pour être efficace. Une bonne séance d'auto-hypnose pourrait durer 5 minutes, puis on aurait quand même une belle efficacité. Mais ça pourrait être vraiment plus long, puis j'aurais aussi une belle efficacité. Fait que ça n'a pas besoin d'être long pour être efficace. L'important, justement, souvent, c'est de créer cet espace-là, cette relaxation-là, ce lâcher-prise-là, se faire des suggestions qui peut passer par une visualisation, puis qui peut passer par aussi des mantras qu'on peut se répéter, puis par la suite revenir en conscience, puis profiter des bénéfices que la technique va avoir laissés sur nous. Ça peut être plus long, hein. On pourrait s'en aller en auto-hypnose pendant un 20 minutes, pendant un 30 minutes, un 40 minutes, puis provoquer des états beaucoup plus longs, beaucoup plus profonds. Puis c'est souvent pour la douleur, ça va être intéressant aussi d'avoir des séances un peu plus longues pour pouvoir vraiment bien relaxer le corps physique avec des techniques. Puis par la suite, se faire des suggestions. Fait que tu sais, c'est du cas par cas, la longueur de l'auto-hypnose. Parfait. Merci beaucoup, Cindy. Vraiment très intéressant. Puis peut-être mini question, parce que là, je vois que les gens ont déjà posé la question, là, Cindy. Est-ce que tu prends des gens en liste d'attente? Est-ce que les gens peuvent se tourner vers toi? Ben, présentement, moi, c'est sûr que je prends plus de clients là, parce que je prends juste mes anciens clients, puis c'est très, très peu dans mon agenda. Fait que les personnes pourraient nous écrire, m'écrire, puis on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des références, puis référer à des étudiants diplômés de chez nous. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin de références. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner à ce sujet-là. Fait que l'école de Cindy est effectivement une très bonne école de formation. Fait que ça peut être une bonne référence pour vous. Ça se fait en mode virtuel. J'avais vu la question aussi en mode virtuel. Et si je peux vous parler, moi, je me dépêche, là. On est 13h01.
Des fois, on aime ça avoir un petit témoignage. J'ai moi-même vécu des séances d'hypnose, justement avec Madame Croteau-Côté ici présente. J'ai adoré mon expérience. Une de mes meilleurs moments que je me souviens, ça a été dans une visualisation où que je pouvais courir dans un chemin, dans un sentier en forêt. Et j'ai tellement réussi à m'abandonner, à y aller et à me dissocier de ma douleur pendant ce moment-là. Quand je suis revenue à moi, je pleurais, là. J'avais les larmes aux yeux parce que j'ai revécu un moment que ça faisait très longtemps que j'avais pas pu revivre, qui était de courir à cause de ma condition. Puis, tu sais, je vous dis pas que ça se passe tout le monde de la même façon. Puis, comme je vous dis, j'avais eu beaucoup de séances, donc j'étais capable de me plonger dans un état beaucoup plus profond que, tu sais, j'étais très réceptive, mais j'ai vécu un très bon moment qui me laissait une petite pause de ma douleur et qui m'a permis même de revivre quelque chose que je ne pouvais plus vivre. Et ça m'a amené beaucoup de satisfaction face à ça. Fait que je voulais vous partager mon petit témoignage personnel. Et là, on est déjà sur la note terminée. Puis là, Cindy, je vois que tu as énormément de beaux commentaires. On prendra un moment pour te faire lire quand on conservera ces beaux commentaires-là pour toi, mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Les gens ont vraiment apprécié là, cette conférence. Donc, merci beaucoup à toi, Cindy, de nous avoir présenté. Et pour les gens, les membres de la QDC, alors je vous parle déjà de la prochaine conférence provinciale qui est le 11 février. Alors, le sujet va être l'interrelation entre le tabagisme et la douleur. On va voir les bases physio-pharmacologiques et les impacts cliniques avec le pharmacien David Balazac. Alors, soyez du rendez-vous. Puis comme vous savez, on a une conférence provinciale à tous les mois jusqu'en mai, si je ne me trompe pas. Puis après ça, on commence l'année suivante. Alors, je vous invite à vous joindre. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Puis merci d'avoir été présent aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation, votre intérêt, vos questions. Donc, bien heureuse d'avoir été avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Oui. Puis désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions. On aurait aimé ça. On aurait eu pour la journée. On aurait pu en discuter longtemps. On apprécie ce qu'on a eu. Merci. Merci, Madame Dubé. Merci. Merci.